Oui. Oui? Oui, oui. Tu as l'air déjà en vacances dans ta tête. Oui. On dirait que non, on dirait que tu as le cerveau lent. Non, je suis préoccupé ce matin parce que j'ai l'impression que ça va pas bien sur la planète. Puis tu sais que je pense même finir mes vacances. Je sais pas, ma décision n'est pas prise, mais j'aurais le goût d'aller passer les dernières journées dans la bande de Gaza. Ah oui? Oui, aller voir sur le terrain les crimes de guerre commis par les Israéliens. Mais t'arrives à ça, t'arrives à cette idée-là comment ce matin? La nouvelle qui est sortie hier soir à 6 heures sur tous les fils de presse faisait état que les Israéliens, nos bons amis du gouvernement Olmert, ont bombardé volontairement un bureau de l'ONU. Non, ils disent que c'est pas... non! L'ambassadeur d'Israël à l'ONU hier disait à CNN que c'était l'Hezbollah qui avait tué un Canadien. On a un Canadien qui est décédé hier. Oui. Et Stephen Harper muet comme une taupe depuis ce temps-là. Aucune déclaration, même du caniche de service Peter McKay. Et aujourd'hui, Journal de Montréal, on voit qu'on nous prend vraiment pour des BS d'Elvis Gratton. On nous parle ce matin de Shirley Théroux, 3/4 de la première page. Mais quoi? Alors que tous les quotidiens au Québec et au Canada, confondus, font la manchette avec le Canadien tué par les Juifs. Ouais. Le casque bleu canadien tué en Israël. Ouais. Puis le Journal de Montréal nous parle de Carla, nous parle de Shirley Théroux, un don de vie. J'ai rien contre Mme Théroux, là, mais je pense qu'il y a autre chose de plus important que de savoir ça. Et quand tu parles du Canadien tué par Israël dans un crime de guerre épouvantable, à la page 11, colonne de droite, 4 paragraphes. Ça fait de rien. Qu'est-ce qui se passe au Journal de Montréal? Danny Doucet, le rédacteur en chef, il est où, lui? Est-ce qu'il y a des journalistes qui pourraient nous servir un peu plus de nouvelles que de faire copier-coller des communiqués de la presse canadienne? Mais non, Stéphane, c'est peut-être pas vendeur. C'est pas vendeur. Ben non. Ah oui, ça va être quoi la prochaine étape? Éditorial, là, c'est pas nécessairement avoir la même nouvelle que tout le monde tout le temps. Ah, c'est pas une nouvelle, ça. Ben, c'en est une. Un Canadien qui se fait tuer par Israël volontairement, c'est pas une nouvelle. Mais Shirley Théroux, premièrement, je savais même pas qu'elle était encore dans le circuit. Là, je l'ai appris ce matin. Il paraît qu'elle a une émission la fin de semaine ici. Oui, mais c'est pas juste ça. Le choix éditorial, là, tu fais ça en disant, est-ce que le monde va vouloir le lire, mon journal? Puis peut-être que le Journal de Montréal, au Journal de Montréal, on sait que nos lecteurs, ou leurs lecteurs, ne sont pas très intéressés par la C'est une bande d'incultes. C'est une insulte aux lecteurs du Journal de Montréal. C'est une insulte. Puis pendant ce temps-là, la connerie se poursuit. Puis Stephen Harper là, a décidé maintenant qu'il n'était pas intéressé par une force d'interposition militaire au Liban, alors que la semaine d'avant, il appuyait Israël. Là, il ne l'appuie plus. Là, il envoie son caniche de service à Rome pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on va aller faire à Rome si Stephen Harper ne veut pas s'en mêler? Es-tu fier de ton premier ministre aujourd'hui? Je trouve qu'on n'a pas tout à fait la performance qu'on souhaiterait de lui dans ce domaine-là. Mais en même temps, il peut quand même pas renier ce qu'il a dit et dire, c'est correct, je vais essayer de calmer le jeu avec l'Hezbollah. Oui, mais écoute donc, un citoyen canadien se fait tuer puis il n'a même pas eu le courage de faire une déclaration. Il va sûrement en faire. Ah oui, quand? Aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, 24 heures plus tard, un instant, là. Cette nuit, là, il n'y avait pas encore de confirmation. C'était la spéculation de quelqu'un... ça l'est bonne. Dis-moi pas que tu prends la défense de la désinformation israélienne, toi, là? Je le sais que c'est de la désinformation. Mais en attendant, là, un premier ministre, ça ne parle pas juste parce qu'il a entendu dire que. Il doit attendre que ce soit très confirmé. Pour que les familles soient averties. Pas les familles averties, pas nécessairement les familles averties, mais il doit avoir l'information de façon officielle. Ouais. Il ne peut pas aller... Tu trouves pas qu'il est dans l'eau chaude ce matin? Il n'est pas dans l'eau chaude. Ah non, il ne perd pas à face. Le temps lui donne raison. Moi, je vais te dire, s'il y avait des élections demain matin, là, il a beau avoir le meilleur bilan sur la scène intérieure, s'il est capable de faire une gaffe aussi monumentale que ça dans la politique étrangère, moi, je ne vote plus pour le Parti conservateur. C'est terminé. Penses-tu, toi, qu'au Canada, on élit nos premiers ministres sur la politique étrangère? Non, mais d'abord, quand tu veux pas t'en mêler de la politique étrangère, tu fais pas de commentaires, tu t'en mêles pas, puis tu suis la ligne directrice du Canada depuis 1956, qui est un artisan de la paix. Point à la ligne. Tu te mêles pas de ce qui te regarde pas. Okay, je veux plus rien savoir de ce gouvernement-là. J'aimerais ça qu'on parle des dons du gouvernement. Justement, nos gouvernements, quand il arrive des catastrophes dans le monde, sont toujours là pour aider. Ouais. Là, on vient d'annoncer, je ne sais pas, 500 millions. 500 millions, c'est quasiment l'équivalent de la péréquation que le Québec demande. C'est juste pour vous donner un exemple. 500 millions pour Haïti. Ça fait combien de fois qu'on donne à Haïti? Ça change absolument rien. Il y a encore des containers. On a combien d'argent dans nos coffres à donner comme ça pour un pays qui n'est pas capable de se gouverner puis de se discipliner?
Puis on donne 3 milliards par année, et j'ai la conviction que dans ça, comme dans l'argent donné aux Autochtones, il y a zéro de contrôle. Il n'y a personne qui sait où ça s'en va. Il n'y a personne qui sait à quoi ça sert. Comment l'argent donné aux Autochtones? Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait combien de fois que la vérificatrice générale dit qu'on donne de l'argent, le gouvernement met de l'argent dans les mains des Autochtones, puis on n'a pas de contrôle sur la façon dont il est dépensé? Ben, les gouvernements des réserves sont pas si mal. Moi, je les vois. Aquasasné, Kanesatake, Kanawake. Je veux dire, ils ont des beaux gouvernements municipaux avec des belles institutions. Oui, je le sais, mais peut-on demander des comptes rendus sur l'utilisation de l'argent? Moi, j'en ai vu des gens qui sont allés à l'étranger voir des ACDI, des œuvres de l'ACDI. Bon. Puis le ceci, et là, tu regardes qu'est-ce qui se passe, puis ils reviennent et ils disent, ils ont de l'équipement, ça fait 4 ans, ils ont mis ça dans un hangar, puis ils attendent. Ils savent pas comment l'utiliser, puis il y a personne qui... Mais on l'a acheté, on l'a payé, on l'a transporté, on l'a entreposé, puis on doit payer l'entreposage, puis ça sert même pas. Fait que quand on donne des 3 milliards par année pour aider les pays étrangers, il me semble qu'on devrait avoir un peu plus de jugement que ça. On devrait avoir plus de gouvernance que ça sur l'utilisation de notre argent. Penses-tu que ton chum Harper va donner de l'argent pour la reconstruction du Liban? Je pense pas. Non? Ah non, c'est vrai, c'est pas l'État juif. On pourrait en donner à Israël, par exemple. Ça, tantôt, quand tu as parlé du Journal de Montréal, tu as parlé de Carla. Oui, Carla Homolka en première page, mais c'est pas une nouvelle du Journal de Montréal, c'est une nouvelle du réseau de télévision Global. Et là, tout le monde s'est approprié ça. C'est en première page du Journal de Montréal. C'est surtout dans les journaux anglophones. Je regarde la Gazette, 2 pages de photos ce matin dans la Gazette. À Toronto, c'est la même chose. Le Toronto Sun, le Global Mail. Le traitement fait par le Journal de Montréal qui est allé enquêter dans le quartier, Saint-Michel, où elle demeure actuellement. Ils disent pas. Moi, je te le dis que c'est dans Saint-Michel. Alors, ils disent ici, sous la plume de Jessica Nadeau, les voisins, eux, étaient bien au courant de sa présence dans un quartier qui regorge de parcs et d'écoles primaires. C'est dangereux, mes amis. Elle va les manger. Mais il faut-tu être cave? Mais vraiment, là, le Journal de Montréal nous prend pour des imbéciles le matin. Comme s'il n'y avait pas d'autres places à Montréal, il y avait des parcs et des écoles. Ben, partout où elle va aller, il y en a des parcs et des écoles. Oui, puis c'est une mangeuse d'enfants. Faites attention, ça, c'est comme le conte allemand. Là. Moi, je le savais, je le sais, ça fait longtemps où est-ce qu'elle habite. Ah, comment ça? Parce que quand l'été passé est arrivé, sa mésaventures avec le quincailler Rona. Le quincailler en question. Celui qui avait des trous de bouton. J'avais des informations où est-ce qu'elle était, puis elle est encore dans ce coin-là. Puis de toute façon, ça nous change quoi? Est-ce qu'on va faire ça tous les ans? Est-ce qu'on va nous sortir ça à tous les étés quand il n'y a plus de nouvelles? Il y a quelqu'un qui va aller voir et dire « Ah, elle est encore là et elle n'a pas d'emploi. » En voyant la caméra, la célèbre criminelle a rapidement enfilé ses lunettes de soleil. J'ai trouvé... Sais-tu quoi? J'ai trouvé qu'elle était très calme. Moi, j'aurais pas gardé mon calme comme elle l'a fait hier devant la caméra. Je peux juste te dire ça. Tu viens là, tu viens t'ingérer dans mes déplacements privés. Mais il n'y avait pas un jugement de la Cour suprême qui interdisait de publier des photos de figures de gens sans leur autorisation? Oui. Elle est où l'éthique? Ah, c'est Global qui a publié ça. Global qui est repris par le Journal de Montréal. Bon, le Journal de Montréal ne fait pas que des mauvaises choses. Tu te rappelles l'enquête faite sur... Stéphane Allary, oui, concernant les Noirs. Concernant les Noirs. Puis là, tu as 2 victimes qui vont obtenir du bar Le Surf, le resto-bar Le Surf, ils vont obtenir de cet établissement un dédommagement de 25 000 $. Un bon gérant, ça, Christian Lemire, un homme très évolué, qui avait émis une directive à l'effet qu'il ne fallait pas servir de Noirs parce qu'on n'en voulait pas. Oui. Mais... On est en 2006, là? Oui, mais on est à Longueuil. C'est quoi le rapport? Je sais pas. Tu as failli être fusionné avec Longueuil, toi, à Boucherville, hein? On est à Longueuil. Non, mais il faut vraiment être sur une autre planète. Hein? C'est incroyable. 25 000 $, c'est pas assez. Tu penses? Moi, j'aurais fait fermer la place. Ben non, tu peux ça quand même pas d'opérer. Non, ben écoute, tu vas faire perdre l'emploi à des gens qui travaillent là, qui ont des emplois corrects, là, qui ont peut-être été tout un bord correct. Non, mais comment ça se fait que les employés sont embarqués là-dedans? Hey, les employés n'ont pas de morale? Il y a combien d'employés, il y a combien de monde qui travaille aujourd'hui, là, qui sont obligés de faire ce que leur boss fait, même si c'est pas tout à fait correct? Attends une minute, t'es pas obligé de faire des affaires criminelles, des affaires qui se tiennent pas debout. C'est pas criminel. Ah non? Non. C'est ne pas respecter une certaine forme de droit qui existe, mais ce n'est pas criminel. Tu es d'accord que c'est immoral? C'est immoral. Ce n'est pas criminel. Ce n'est pas criminel. J'ai vu quel criminel. Ouais, parlant de criminel, l'opération Cisaille est en cours. Comment ça se fait que la récolte est si de bonheur que ça? C'est-tu comme le blé d'Inde? Il y a une nouvelle technique de culture. Non, mais le blé d'Inde est plus court cette année.
Fait qu'on va voir dépasser la tête des plants de marijuana. Les cocottes de marijuana vont être plus hautes que les épis de blé d'Inde. Et là, les 6000 plants, là, ils ne disaient pas s'il y avait des cocottes après? Non, mais ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que pourquoi on va chercher 6000 plants comme ça tout de suite? Au lieu de se cacher, au lieu de se camoufler et d'attendre pour voir qui, puis à qui il va aller les porter, parce que celui qui cultive n'est pas le gros vendeur. Le vendeur, c'est celui qui commande à celui-là, puis le vendeur, lui, il reçoit, puis après ça, il fait la distribution. C'est toute une roue, le trafic du pot. Là. Le mariculteur, là, habituellement... Le mariculteur? Oh, que de termes scientifiques ce matin. Le mariculteur, ce n'est pas un grand criminel. C'est un gars qui profite d'une situation. Écoute, si, en bout de ligne, ça peut rapporter 1000 piastres du plan. Il y en avait pour 6 millions hier. Mais ce qui m'inquiète, c'est que la police ne les arrête pas. On est pressé d'aller couper puis ramasser. Moi, je trouve ça ridicule, ces opérations-là. Je comprends, la police exécute les mandats prévus par la loi. Là. Je ne blâme pas les policiers de faire ça, mais je trouve ça ridicule. On devrait légaliser ça puis arrêter ça. Non, tu peux pas. Comment? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que W veut pas au Sud? Non. Voyons donc. Parle à des gens qui ont consommé ça et qui ont, après ça, été entraînés dans d'autres drogues. Ah, c'est pas vrai, ça. C'est faux, là. Tu sais, l'histoire, là, que tu te mets le doigt dans l'engrenage puis le bras, il passe au complet, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. La preuve, 60% des Québécois fument sur une base plus ou moins régulière. Moi, je connais plein de politiciens qui ont touché à ça. On nommera pas de nom en nom. Le prochain sujet, on voulait parler d'André Boisclair. Hey, André Boisclair, dans la crise du Liban, dans la crise du Liban, le grand André Boisclair qui se définit comme un altermondialiste et un artisan de la paix, et peux-tu lâcher Saint-Donat, là, à un moment donné, il va falloir l'enrouler dans le Saranrat pour qu'il prenne position, ce gars-là? Hey. Mais je pense que sa vue est pas mal opaque, comme s'il y avait du Saranrat d'en face. Non, mais de quoi tu veux qu'il se mêle? Ben, ce gars-là aurait pu dire à Jean Charest, comment se fait-il que vous acceptez de marcher dans le rang avec une politique extérieure comme ça? Alors que le gros de la communauté libanaise est à Montréal. Les affaires extérieures sont fédérales. Oui, mais si tous les premiers ministres provinciaux se liguaient contre Harper, ils changeraient peut-être d'idée. Ben oui, en as-tu vu un se prononcer? Tout le monde a fermé sa trappe. Ouais. Mais c'est pas parce que tout le monde se la ferme que c'est correct. Non, mais ce n'est pas de juridiction provinciale. Ben oui. Regarde là, il vient de parler dans Le Devoir. On nous dit ce matin que ça va être une hérésie. Il y a la rencontre des premiers ministres sur les équilibres fiscaux alternatifs. Bon, ça commence aujourd'hui. On espère, puis il paraît qu'il y a un petit milliard de cachets qui va sortir, puis qui va peut-être régler. Là, lui, ça va être une hérésie. Même s'il y avait une entente, il ne sera même pas content. Non, c'est sûr. Que ce soit positif ou négatif, t'es fait. Ça va être une ironie s'il faut qu'il soit content un jour. Ouais. Ça va être une ironie. Bon, sujet du jour, on va parler des Out Games. Les Out Games nous font ressortir ce matin une nouvelle assez spéciale, c'est dans la presse, concernant le comportement des policiers. Vous savez que les policiers à Montréal sont obligés d'avoir des règles de pratique différentes quand ils sont dans la communauté gay. Et ça fait longtemps. Quand ils s'en vont dans le village gay, les policiers sont informés d'une certaine façon de travailler pour être sûr de ne pas avoir le comeback, c'est comme on dit en anglais, un comeback, là, parce que, tu sais que les gens de la communauté gay ont l'épiderme sensible, puis souvent, ils ont été victimes de discrimination longtemps. C'est sûr. Donc, quand les policiers rentraient dans les saunas... Ce matin, ce qui est le plus drôle, c'est dans le texte du journal de la presse, c'est qu'on apprend que les policiers, quand ils interviennent et qu'ils arrêtent des transsexuels. C'est quoi ça, un transsexuel, là? Ben, c'est quelqu'un qui présente les affinités des deux sexes. C'est-à-dire qu'il y a une paire de seins et un pénis et des couilles. Ouais, c'est ça. Alors, quand ils arrêtent des transsexuels, ils font des fouilles à 4 mains. Ah, c'est comme les massages à 4 mains. Tu connais ça? Oui. T'as l'air aimé ça? Oui, mais il annonce ça dans le Journal de Montréal, des petites annonces. Tu vois ça? Massage à 4 mains. Pourquoi tu consultes ça? Toi, tu te prends le temps de lire ça, ces annonces? Je lis tout, moi. C'est même que je lis toutes les petites niaiseries du barreau. J'ai rien su du barreau à date. Mais je vais le savoir avant toi, c'est sûr. Ah oui? En lisant les petites annonces du barreau. Bon. Très factuelles. Mais quand tu penses à ça, il faut que les policiers, quand ils interviennent et arrêtent une transsexuelle... ou un? Ça dépend. On ne sait pas quel mot employer. Ils ne savent même pas dans quel genre de cellule. Est-ce qu'on le met dans la prison pour femmes ou dans la prison pour hommes? Ouais, tu le mets dans le corridor. Quand c'est moitié-moitié. Mais quand il arrive le moment de la fouille, s'il y a des seins, c'est une policière qui fouille le haut et un policier qui fouille le bas. C'est le meilleur des deux mondes. C'est ça.
T'aimerais ça, hein? Non, mais j'en reviens pas. Non, j'en reviens pas de tout ce qu'on est obligé de transformer ou de changer à cause de ça. Donc, il ne doit pas avoir grand transsexuel dans les cellules, là, quand même. C'est une minorité. Oui, c'est sûr. Mais on arrive avec les Out Games, spectacle d'ouverture ce soir, mais début des Jeux seulement en fin de semaine. Ça n'a pas l'air d'attirer ben du monde. Le party dans la rue va sur... Regardez comment est-ce qu'il fait de la démagogie. Lui, ça ne l'intéresse pas. Il refoule ses sentiments. Hey, page 2 de la presse. Pas de bousculade au guichet. J'ai rien inventé. J'ai rien inventé. Attends, ces gens-là sont à la dernière minute. Bon. Mais le sujet qu'on veut aborder ce matin, c'est que, évidemment, ça ramène à la surface toute la discussion sur l'homosexualité, la présence de la communauté gay en si grand nombre à Montréal. Puis il y en a, évidemment, qui en profitent pour remousser certains... Oui, discuter de l'avancement des droits, de la discrimination. Et il y en a un qui s'appelle Michel Lizotte, lui, qui dit que c'est une maladie. C'est une maladie. Il est porte-parole d'Équité Famille aussi. C'est probablement un groupe d'extrême droite basé à quelque part en Alberta. Alors, on ne naît pas homosexuel, on le devient. Si je prends ces... Oui, peut-être qu'on peut le devenir. Quand tu viens au monde, est-ce que tu as vraiment une orientation sexuelle campée dans ton cerveau? Moi, je pense que la société finit par te façonner à un moment donné, et inconsciemment peut-être, mais c'est pas parce que ta mère t'a abusé ou que ton père que tu vas virer lesbienne. Oui, mais on dit que c'est toujours le petit dernier qui devient homosexuel. Le dernier de famille, le dernier de classe, le dernier dans les sports. Ah, et les derniers de classe, combien d'homosexuels ont laissé leur marque dans la communauté scientifique? Le premier qui nous vient à l'esprit, c'est Léonard da Vinci, qui était homosexuel. Michel-Ange. Richard Cœur de Lion, qui a fait les croisades, chef d'État de l'Angleterre. À un moment donné, c'est pas vrai, ces histoires-là. Moi, je pense que les homosexuels ont un quotient intellectuel même plus élevé que les straights. Non. Ça, le charlie pas, par exemple. En tout cas, c'est des gens beaucoup plus, qui ont un niveau de vie beaucoup plus élevé, qui sont des professionnels. La sexualité n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Non, mais on comprend que la communauté homosexuelle est très forte dans les actions politiques, dans les penseurs, les philosophes, mais des penseurs, des philosophes musiciens. hétérosexuels, on peut en faire une série. Oui, je le sais, mais quand même, on essaie de faire du bashing sur le dos des homosexuels alors que c'est faux. La question qu'on va vous poser ce matin, c'est par rapport justement à ces idées qui sont véhiculées. On va en parler dans quelques instants, mais on va vous le demander à vous. En 2006, l'homosexualité, pour vous, est-ce que c'est encore une maladie? Est-ce que vous pensez ça? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont vécu des moments difficiles à cause de ça, puis qu'on a essayé de changer, de guérir parfois? Là? Parce qu'on va jusque-là, on dit, on va essayer de le guérir, on va essayer de le mettre dans un autre milieu pour qu'il oublie cette orientation-là. Donc, qui oublie qui est comme ça. Alors, en 2006, l'homosexualité est-elle une maladie? Commencez tout de suite à nous appeler. Montréal, 514-790-0874, de partout au Québec, sans frais. 1-877-790-3535 ou encore écrivez-nous. Faites ça par Internet, comme ça, là. www.tqs.ca. Je vous disais qu'il y en a qui sortent des choses pendant la période des Out Games, parce qu'évidemment, ça va intéresser beaucoup de gens. Il y a Michel Lizotte qui s'est penché sur l'homosexualité et qui publie L'homosexualité, les mythes et les faits. Il est l'auteur, puis il est fondateur d'Équité Famille. Monsieur Lizotte est en ligne avec nous. Monsieur Lizotte, bonjour. Bonjour, Monsieur Gendron et Desmarais. Bonjour. La conclusion qu'on peut tirer de votre document, c'est qu'il n'y a pas de gêne de l'homosexualité, puis on ne naît pas homosexuel. En tout cas, scientifiquement, on est incapable de le prouver. Si vous regardez un reportage qui a été diffusé sur Découverte en décembre 99, c'est très, très clair là-dessus. C'est clair, mais quand même, il y a des gens qui véhiculent aussi l'autre opinion à l'effet qu'il n'y a rien à faire. Je suis né comme ça et je suis un homosexuel, puis des fois, ça prend un certain temps avant de l'affirmer, mais une fois que c'est affirmé, on vit comme ça pour le restant de ses jours. Vous avez raison. Pour plusieurs personnes homosexuelles, elles ont dans leur ressenti le sentiment d'être nées comme ça. C'est pour ça que lorsqu'on veut comprendre ce qu'est l'homosexualité, la meilleure personne à qui poser des questions, ce n'est malheureusement pas la personne homosexuelle, mais plutôt le psychologue, le psychanalyste, le sexologue qui, lui, a étudié la psychologie humaine et qui est en mesure d'aider ces personnes-là, soit à faire disparaître la culpabilité, si jamais la personne homosexuelle veut demeurer dans l'homosexualité, ou encore l'aider à gagner des comportements hétérosexuels, si c'est son choix. Alors, on va prendre le mot qui est utilisé souvent, on parle de guérir l'homosexualité. Vous dites qu'il y a un taux de succès assez évident là, de spécialistes à l'effet qu'on peut guérir de l'homosexualité.
Bon, il faut tout de suite corriger le tir, M. Desmarais, si vous me parlez, parce que si vous me le permettez, oui. Parce que l'homosexualité, ce n'est pas une maladie. C'est un mythe, ça. Il faut vraiment se sortir ça de la tête. L'homosexualité, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble. Alors, la nuance entre les deux est difficile à comprendre. Pourquoi vous dites que c'est un trouble? Parce que moi, je connais plein de gays là, qui n'ont pas de trouble avec ça. Ben, pour comprendre, permettez-moi de faire une comparaison facile. Dans notre société, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à intégrer certaines choses. Par exemple, plusieurs personnes n'arrivent pas à stationner leur voiture de reculons. Hein? Il y a beaucoup de gens qui vont se stationner d'avant. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à danser en suivant le rythme de la musique. Ces personnes-là, elles ne sont pas malades. Ces personnes-là, elles ne sont pas nées comme ça. Elles n'ont pas décidé un jour de ne pas être capables de danser sur le rythme. C'est simplement que dans l'intégration d'une capacité, d'une aptitude humaine, elles n'arrivent pas à gagner un certain niveau de compétence que d'autres arrivent à gagner. Oui, mais M. Lizotte, là, si j'ai une relation affectueuse avec un homme ou j'ai une relation sexuelle avec un homme, en quoi c'est un trouble? Ben, ce n'est certainement pas un trouble pour vous si vous êtes heureux là-dedans. Oui, mais objectivement, d'un point de vue purement scientifique, en quoi c'est un trouble? C'est un trouble seulement pour les personnes qui sont malheureuses avec cette orientation sexuelle. Comme il y a des hétérosexuels qui sont malheureux d'être avec leur femme. Oui. Par contre, vous voyez, ça c'est un point intéressant que vous soulevez. On ne trouve pas dans la littérature médicale de personnes hétérosexuelles qui sont déjà allées consulter des psychologues pour devenir homosexuels. C'est seulement le contraire qu'on trouve. Ouais, sauf qu'il y a bien des femmes battues puis il y a bien des hommes frustrés qui auraient peut-être avantage à devenir homosexuels. Bien, c'est une affirmation que je peux vous faire. Mais vous, là, Équité Famille, c'est quoi ce groupe-là? Équité Famille, en fait, c'est qu'à un certain moment donné, lorsque le débat sur le mariage gay est apparu là, dans les années 2002-2003, on s'est rendu compte que ce qu'on avait comme information de disponible dans les médias était fragmentaire. On a donc décidé de former un regroupement de personnes qui allaient s'échanger des textes, des livres, de l'information là-dessus. Alors, Équité Famille, c'est un mouvement qui regroupe des personnes qui veulent approfondir leur connaissance sur l'homosexualité et le mariage. Mais qui fait la promotion de la famille traditionnelle? En fait, on veut surtout défendre les droits de l'enfant. On se rend compte que dans notre société... mais là, j'en ai une bonne pour vous, M. Lizotte. Oui. J'imagine que vous devez défendre le fait que 2 gays peuvent adopter des enfants. C'est légal. C'est certainement légal. Moralement, est-ce que c'est acceptable? Si vous me permettez, M. Gendron, parce que là, je vois qu'on s'écarte du sujet du livre. Savez-vous pourquoi je veux vous amener sur ce terrain-là? Oui, parce que tous les homosexuels aujourd'hui sont tous issus de familles straight. Vous avez raison. Des familles hétérosexuelles. Qu'on vienne pas me servir le discours que si 2 gays adoptent, que ça va nécessairement être négatif. Il y a un gay, là, ça peut pas sortir d'une feuille de chou. Il faut que ça sorte d'une famille hétérosexuelle. Les grandes madones de ce monde-là qui disent que 2 gays peuvent pas adopter des enfants parce que ça va avoir une influence négative, faites-moi pas broyer avec ça. Tous les gays sont issus de familles straight. Oui. Bon, alors ce qu'on peut dire, M. Gendron, sur cette question-là, c'est ce que les statistiques nous montrent. Alors, lorsque l'on regarde la stabilité d'une famille, la famille qui est la plus stable, c'est-à-dire celle qui ne se... C'est certainement pas la famille hétéro. La famille qui dure la famille hétéro, avec 50% de taux de divorce, puis des bonnes femmes qui se font battre, puis des maudits fous furieux qui abusent de leurs enfants. Bon, me permettez-vous de répondre à votre question? La famille qui est la moins stable, c'est la famille fondée entre 2 homosexuels ou 2 lesbiennes. Preuve à l'appui. Ensuite de cela, celle qui est la moins stable, c'est l'union de fait. Ensuite de ça, celle qui est un peu plus stable, mais la moins stable encore, c'est les personnes qui se sont mariées, mais en ayant resté ensemble avant. C'est pour ça que la Fondation Marie-Vincent dit qu'une fille sur 7 est abusée sexuellement par un de ses 2 parents avant l'âge adulte. Tu mélanges les affaires. On parle de stabilité. Est-ce que c'est beau d'avoir un mariage stable quand tu abuses de tes enfants, quand tu les bats, quand tu te divorces? C'est ça. Ce qu'il faut voir objectivement, c'est que ce qui est le mieux pour un enfant, ça va être un mariage qui va être stable, mais dans lequel il n'y aura pas de violence. Vous avez raison, M. Gendron. De sorte que statistiquement, ce que l'on voit comme la meilleure structure familiale pour un enfant, c'est un couple hétérosexuel qui est marié, dont les conjoints n'ont pas habité ensemble avant de se marier, et bien sûr, qui ne seront pas dysfonctionnels, c'est-à-dire qui ne vivront pas de violence conjugale. Des gens qui n'ont pas resté ensemble avant le mariage, ça doit être assez rare, merci. C'est assez rare, vous avez raison. Cependant, lorsqu'on regarde les statistiques propres à ces couples-là, on se rend compte que le taux de divorce est d'à peine 12%, comparé à, comme vous l'avez dit, le 47 ou 50% chez les couples hétérosexuels en général. Donc, c'est associé pas mal à la droite religieuse. Le taux de séparation pour les couples homosexuels est de 90%. Ben là,
les mariages commencent à peine. Là. Comment vous sortez d'où, cette statistique-là? Ben non, mais il y en a beaucoup qui vivent ensemble depuis... Il y a des unions de fait depuis longtemps. Voilà, il y a des unions de fait. C'est la même chose que chez les hétérosexuels. Ouais. Bon, si ça saute comme ailleurs. T'sais. Ben oui. Mais s'il y a des chiffres qui viennent dire... Ben, à 90 comment pas plus instable? C'est assez instable. Tu trouves pas? Si vous me permettez... mais c'est vrai que les mariages hétéros, oui, il y a beaucoup de gars hypocrites qui ont 50 maîtresses on the side, puis on n'en parle pas. C'est vrai, tu as raison sur ce point-là, je te donne raison. Bon, ça y est. Si vous me permettez, je peux vous citer une étude qui a été effectuée il y a 20 ans. Ça s'intitule The Male Couple. On avait fait une étude auprès de 156 couples mâles. Ouais. Et qui avaient tous le désir de durer à travers le temps et d'être fidèles. Au bout de 5 ans, on s'est rendu compte qu'il y a seulement 7 couples qui ont réussi à être fidèles, et au bout de ces 5 années-là, ces 7 couples-là n'existaient plus. J'aimerais tâter, moi, les reins des hommes dans leur couple, voir s'ils sont tous fidèles. Bah. Mais vous, êtes-vous associé à la droite religieuse, un peu? Ben, en fait, Équité Famille est un mouvement non religieux qui a le désir d'argumenter seulement sur des bases scientifiques. C'est la beauté de notre mouvement. Eh ben. OK, mais ça, ce que vous publiez, vous appelez ça scientifique. Vous n'êtes pas financé par personne, non? Ah ben non. Malheureusement, je me finance moi-même pour la sortie de ce livre-là. Mais vous savez que j'ai ma propre compagnie, alors j'ai des revenus. Ah bon, OK. M. Lizotte, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, en 2006, la question qu'on vous pose ce matin a un rapport avec les Hot Games, ce qu'on dit, ce qui est véhiculé par rapport à l'homosexualité. En 2006, est-ce que vous êtes encore de ceux qui pensaient que l'homosexualité est une maladie? On revient tout de suite après cette courte pause. Hey, Stéphane, je pensais pas ça, mais j'ai pas mal de courriels de gens qui disent que c'est une maladie. Et là, on va plus loin, là, on parle des... Mais il y a beaucoup de gens qui tournent autour de l'adoption en disant, c'est correct qu'ils soient ensemble, tout ça, là, mais les gens, ce sur quoi ils semblent être accrochés, c'est l'adoption. Pas pour les enfants. Pourquoi l'adoption pose un problème aujourd'hui? Je sais pas. Ça me dépasse. Ben, regarde, Éric, à Saint-Hippolyte, nous dit droit, parade, quartier, mariage, maintenant des Jeux olympiques. Il dit, ça va faire, là. Mais oui, les Jeux olympiques gays, ça fait des années. On banalise tellement les choses que nos enfants sont à veille de trouver ça normal, l'homosexualité. Mais tu sais qu'il y a une grande tendance chez la jeunesse aujourd'hui, c'est la bisexualité. Je parle chez les adolescents et les jeunes adultes, là. Je parle pas de notre génération. Ici, un beau courriel très édifiant qui commence en disant « Maudite tapette ». Pourquoi mettre tant d'ampleur sur ces jeux et de savoir si on est ou on le devient? On se sent fou. Ils sont contents de parader en string, libérer le Liban des terroristes juifs. Roger de Varennes. Bon. Hey, ça, là, quand je vois des commentaires de même, je me dis ça, c'est des gens qui refoulent, hein, qui refoulent depuis longtemps. T'as souvent le mâle frustré qui veut pas l'avouer. Bon, OK, on commence nos appels. À Longueuil, Raymond est en ligne. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ben moi, à 16 ans, je le savais. Oui. À 26 ans, je me suis marié. Entre-temps, j'ai toujours eu des relations sexuelles avec des hommes. On the side. Mais Raymond, dites-moi donc, quand vous avez dit à 16 ans, je le savais, oui. Le fait que vous le saviez, vous n'aviez pas fait votre coming out, vous vous êtes marié, est-ce que c'était à cause de la pression sociale, la famille? Ben, en 69, oui. C'est ça, hein? Le contexte. Je pensais que c'était pour se guérir. Oui. Ça s'est pas guéri. Puis à 45 ans, je me suis séparé, puis j'avais 2 filles. Oui. Puis moi, aujourd'hui, peut-être que je me marierai pas, mais je suis pas en faveur du mariage gay, de un. De deux, de l'adoption des enfants. Je trouve que c'est assez difficile de vivre son homosexualité quand tu as 2 enfants. J'ai été en consultation pour essayer de guérir ça. Ça n'a pas marché. Vous avez fait la démarche de la tentative de guérison, comme on dit. Oui. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous en connaissez pour qui ça a fonctionné? Non. Il y en a qui sont sortis de votre giron de la communauté homosexuelle, qui sont retournés de l'autre bord, qui sont mariés, qui font... J'ai bien plus de gars que je connais qui ont été mariés, qui ont des enfants. Moi, j'ai mis sur pied 3 organismes à Longueuil. Je suis un premier de famille. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec vous quand vous dites que oui, puis l'association des pères gays aussi. Moi, je suis le plus vieux de la famille. Oui. Puis ma mère, une fois, a dit, si j'avais un homosexuel dans la famille, je ne serais pas capable de l'accepter. Fait que là, tu fermes ta boîte, ça commence tu restes avec. Mais là, aujourd'hui, Raymond, en 2006, trouvez-vous ça un peu plus facile quand vous regardez votre vécu? Oui,
puis c'est plus facile. Moi, j'ai été membre de la Chambre de commerce de Longueuil, j'ai été respecté, tout le monde savait, mon copain venait souper au souper de la Chambre de commerce, puis je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec ça. Puis votre relation avec vos filles? J'ai mis sur pied un CPE de concert avec Pauline Marois. Oui. J'ai pas eu de problème avec ça. J'ai mis sur pied un centre communautaire. Pas de trouble non plus. Pas de trouble. Mais j'ai mis sur votre relation, l'opération Négo chez Rive-Sud, puis aller chercher des subventions de la part de nombreuses entreprises. Puis, non, il y a pas, ce sont pas les homosexuels ne sont pas des morons par définition. Au contraire, c'est des leaders dans la communauté. Beaucoup. Mais dites-moi donc, votre relation avec vos filles, comment ça se passe? Ben, parfois, c'est difficile. Parce que, je veux dire, mon dernier chum, bon, il y avait un problème d'alcoolisme, il y avait un problème d'oxycomanie que j'ai réalisé sur le tard. Puis un matin, je l'ai trouvé mort par terre. Bon, parce que j'en avais peur de le laisser, parce que, je veux dire, il était violent. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée. La providence a fait qu'il est décédé, puis là, bon, ça a réglé mon problème. Ouais. Merci, Raymond. Merci, Raymond, de ce témoignage. On va aller à Gatineau. Tu vois, c'est des problèmes de straight aussi qui vivent. Là. La même affaire. Conjoint violent, problème de conduite. C'est le quotidien. Il n'y en a pas de différence. Bon, à qui on parle? Gatineau. Catherine, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Mais moi, mon père est homosexuel. Oui. Mes parents, ils étaient mariés. Ils ont été mariés pendant 8 ans. Oui. Puis ensuite, ils se sont séparés. Okay. Puis mon père, il savait déjà. Puis à cause de la pression sociale, puis de ses parents aussi, il s'était marié, il a eu des enfants, moi et ma soeur. Après ça, il s'est séparé, puis il a vu que ça dérangeait pas. Donc maintenant, il y a un chum, puis ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Puis je comprends pas pourquoi le monde pense encore en 2006 que c'est une maladie. C'est pas un trouble non plus, là. Tu nais comme ça, puis tu peux pas le changer. Mais ça, vous le constatez aujourd'hui. Mais au début, là, quand ça a commencé à se dire et à se savoir dans la famille, comment les gens ont réagi? Au début, mes grands-parents, ils étaient un peu réticents. Mais après ça, ils l'ont accepté, puis toute la famille l'a accepté, puis le copain de mon père, il vient à toutes nos réunions de famille. Vous aviez quel âge, vous, à ce moment-là? J'avais 6 ans. Bon, puis ça a très bien été, la transition. Là. Vous n'en voulez pas à votre père, vous avez une belle relation avec lui. Oui. C'est bon, tu vois, c'est quoi le problème? Il est où le problème? Dis-moi ça, Richard. Je dis pas qu'il y a un problème, je veux juste dire, voici comment la société réagit. Puis mais trouvez pas, Catherine, le problème, c'est les préjugés des gens encore aujourd'hui. Oui. Puis je vais dans une école catholique, juste de filles. Puis des fois, quand mon père il va à des réunions de parents, il y a certaines sœurs qui commencent à capoter, comme on peut dire. Là. Les sœurs? Oui. Le club des vieilles lesbiennes fini? Seigneur! Hey! Moi, mon père me disait dans le temps, si tu rentres chez les sœurs, c'est parce que tu n'as pas guéri de ta peine d'amour. Je pense qu'il n'y avait pas Stéphane, tort. Là, écoute, j'en ai soupé de ces maudits préjugés-là. L'Église catholique fait la chasse aux homosexuels d'un séminaire pour régler leurs problèmes de pédophilie alors qu'il n'y a aucun lien. Ça, c'est criminel, ça, de la part de l'Église. Espèce de gang de désinformation, En tout cas. Excusez-moi. Catherine, merci beaucoup de votre appel. Merci. On fait une pause. Je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. On est à la veille des Hot Games. On parle beaucoup d'homosexualité. En 2006, pour vous, est-ce que l'homosexualité est encore considérée comme une maladie? Courriel? Si j'ai un courriel assez spécial, je vais taire le nom pour pas porter préjudice. Bonjour. Pour pas être poursuivi. Est-ce que vous avez vu un seul animal homosexuel? Alors pourquoi les hommes? Ben voyons donc. Écoute, mon cher Sam, je sais que tu es un fidèle auditeur, mais oui, l'homosexualité existe chez le règne animal. J'en suis la preuve vivante. J'avais un chien, moi, quand j'étais jeune, qui s'appelait Kiki. C'est un caniche. Et le caniche que j'avais, son plaisir favori, c'était d'aller chez M. Marotte, sa rue Sainte-Thérèse à Saint-Rémy, qui restait dans l'ancienne gare en arrière, puis il essayait de monter le Doberman. Kiki, le caniche qui essayait de monter le Doberman. Ben oui, mais donc oui, l'homosexualité un chien existe. de famille dysfonctionnelle. Oh là 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 là! T'as-tu déjà essayé ça, mon beau Richard? Non. Puis, attends, j'en ai un autre rapide avant que tu passes. Marie-France de Gatineau, oui, c'est une maladie, et plus encore, c'est une véritable épidémie. Il y en a partout, dans la rue, les cinémas, le travail, même dans notre propre famille. Les gens n'ont plus de morale. Lisa Farnham dit à peu près la même chose. Oui, puis qu'on arrête donc d'en parler à la télévision. Est-ce qu'on fait tant de publicité pour les couples mariés? Lâche-moi! Bon, grand-mère, Jean-François est en ligne. Bonjour.
Bonjour. On vous écoute. Moi, dans ma famille, j'ai des personnes qui sont homosexuelles. J'ai un ami qui est homosexuel. Ouais. J'ai été militaire de 92 à 99, puis j'en ai côtoyé au niveau de l'armée. Oui. Puis c'est des personnes normales. Pour penser qu'en 2006, c'est une maladie, il faut être fermé d'esprit ou faut avoir des petits problèmes d'estime de soi en tabarnouche. Mais c'est une perception de la population, d'une certaine partie de la population, il faut l'admettre. Regardez, moi, je vis un petit peu dans la même situation. Moi, je suis séropositif. J'ai contracté la maladie en essayant de sauver du monde en Bosnie en 95. Hey boy. Puis moi, je vis la situation que, t'es homosexuel, t'es un Oui, vous êtes étiqueté. Je suis hétérosexuel, je me suis jamais piqué de ma fin de vie. J'ai sainte horreur des seringues. Mais moi, quand je vois les gens réagir face aux homosexuels de cette manière-là, je me sens attaqué parce que moi, j'ai une maladie qu'on m'identifie un petit peu à ces gens-là. Comment ça se passe? Des personnes normales. Vous avez été militaire, comment c'était perçu dans... Est-ce qu'on cachait ça chez les militaires à l'époque? Les gars, ils se cachaient. Il y en avait qui avaient peur de se faire tabasser. Ils venaient me voir et ils disaient, hey, hier soir, je devais prendre une bière à Québec. Je vais faire je pense que le bar n'existe plus. Ça s'appelait le Ballon Rouge à l'époque. Ballon Rouge, oui, sur Saint-Jean. Oui. Tu connais ça? Puis, il allait prendre une bière là. Puis il avait peur. Il disait, hey, je pense que je me suis fait voir hier par un gars de la base. Puis il capotait. Il avait peur de se faire battre. Ouais. Il y a une chasse aux sorcières encore. Une chasse aux sorcières, c'est incroyable. Puis vous parliez tout à l'heure de l'adoption. Saviez-vous que les personnes séropositives ne peuvent adopter? Ah oui. C'est incroyable. En quoi une la maladie société, je ne sais pas où qu'elle s'en va, là, mais on est en 2006. Réveillez-vous. Il y en a qui ne savent pas, par exemple. Oui, mon frère, mon témoin de Jéhovah, là, réveillez-vous. Okay. Moi, témoin de Jéhovah, mais quand réveillez-vous, c'est bon, là. Ouais, bonne chance, Jean-François. Merci d'avoir appelé. Plaisir, bonjour. Julie, maintenant, à Montréal. Julie, bonjour. Julie? Allô? Julie. Est-ce qu'elle est là? Oui. On vous Bonjour. écoute. OK, moi, je suis bisexuelle. Oui. J'ai trouvé ça super dur de pouvoir admettre ça. Personnellement, de vous l'admettre à vous? Oui, de me l'admettre à moi-même, parce que, bon, à 14 ans, je savais que j'étais gay. Oui. Sauf que j'ai continué à vivre une vie hétéro, à cause, je viens d'une famille dysfonctionnelle, sans père, avec un grand frère, une petite sœur. J'ai vécu des abus sexuels pendant une longue d'années dans mon enfance. J'ai continué à vivre ça plus tard, même avec mes conjoints. C'était carrément des abus encore, de la pédophilie. Je suis partie chez nous, j'avais 14 ans. Mon premier chum avait 21 ans. Donc, c'est quelque chose qui a fait en sorte, je pense, que ce qui m'a délivré de l'hétérosexualité a été le lesbianisme, dans le fond. Parce que moi, c'était comme ma délivrance. Je considère pas ça comme une maladie. Pas dans mon cas. Dans mon cas, c'est l'expérience qui a fait en sorte que j'ai trouvé mieux ailleurs. La moitié de ma famille savent que je suis gay. Sauf que même si j'aurais une relation à long terme avec un homme et une femme en même temps, je serais pas capable d'admettre quand même que ce sont mes conjointes. Je serais pas capable de dire que je suis bisexuelle. C'est quelque chose que... Ça, c'est votre secret. Tabou encore. Ça, c'est votre secret d'être une bisexuelle. Oui, un peu. Parce que c'est quelque chose d'être gay. C'est quelque chose d'être hétéro. Mais d'être bisexuelle, expliquez-moi ce qui vous empêche de vous brancher définitivement. Ben, c'est parce qu'elle est attirée. Je peux pas me brancher. Oui, mais elle a eu tellement de mauvaises expériences. J'ai besoin des deux. Je peux pas vivre sans un. Si je vis une couple hétérosexuelle, il va toujours me manquer une femme. Si je vis dans un couple gay, il va toujours me manquer un homme. C'est un besoin que j'ai en dedans. Je sais pas, c'est compliqué. Les gens ne comprennent pas, probablement, parce que c'est... Bon, puis aussitôt que j'en parle aussi, ça me fait peur, parce qu'aussitôt que j'en parle, je deviens comme un fantasme. Là. Tous les gars voudraient m'en voir, puis toutes les filles voudraient m'en voir aussi, tu sais, pour vivre des trips avec le chum. Ou, tu sais, fait que c'est quelque chose qui fait que c'est comme... Bon, mais quand vous dites, là, ce besoin-là, quand je suis avec un homme, il me manque une femme, et tout, est-ce que c'est au niveau physique ou au niveau émotif? Les deux. Les deux. Oui. C'est les deux. Sexuellement, regarde, c'est sûr que les deux plaît, je vais aussi bien me retourner dans la rue voir une fille que je vais me retourner pour voir un gars. Mais émotionnellement, la tendresse, l'affection, je peux pas l'avoir de la même façon d'un homme ou d'une femme. Je peux pas en retirer les mêmes... Je sais pas comment vous dire, là, mais... Non, c'est un bon témoignage. On constate avec probablement tout le monde que c'est bien compliqué. Ben non. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Regarde, elle le vit de façon compliquée. Je comprends, moi, ce qu'elle dit. Je suis à mesure de comprendre. C'est comme les gars qui n'osent pas admettre qu'un gars est beau. Christy, c'est vrai. On peut constater qu'un gars est beau. C'est pas parce que tu es un gars que tu peux pas dire qu'un gars est beau. C'est bien évident.
Ah merci, oui? Merci, Julie. C'est Richard Desmarais qui dit ça? Est-ce que tu me trouves beau? Non. La jalousie. C'est à toi de pas poser la question. La jalousie. Jean-Luc Lavallée est à Québec. C'est lui qui fait le grand journal à midi aujourd'hui. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, messieurs. Ça va bien? Oui, quel est votre sujet? Ben, notre sujet rejoint le vôtre. Aujourd'hui, nous, on parle pas de l'homosexualité comme telle, mais des premiers Hard Games, finalement, qui vont avoir lieu à Montréal bientôt. La question qu'on pose aux gens aujourd'hui, est-ce que ça fait réellement avancer la cause des homosexuels, ces jeux-là? Quelle est la pertinence? Pourquoi on fait ça? Faut le rappeler, hein, les Jeux gays vont quand même se tenir à Chicago et on a décidé à Montréal d'organiser cet événement-là parallèle. Vous, messieurs, je ne sais pas pour vous, allez-vous réellement vous intéresser à ces performances sportives? Ben, c'est une célébration, moi, je pense. C'est ça. C'est davantage un festival. Plus un party. Plus un festival. Ben, un party, le sport, puis les événements culturels qui sont autour de ça aussi. Là, je pense que ça va être une belle semaine de célébration. C'est un rassemblement, mais le prétexte, c'est le sport. Finalement, c'est un peu ça. Ouais. Deuxième. Tu me fais parler, toi? Parce que tu sais que je suis gardien des vestiaires pendant cette semaine-là. Et que moi, je pratique l'absentéisme. Ah bon. Alors, c'est quoi votre question que vous demandez aux gens? Donc, les Jeux gays font-ils avancer, finalement, la cause des homosexuels? Est-ce que réellement ça nous sert? Il y en a qui sont choqués de voir, entre autres, les manifestations de la fierté gay, le défilé, qui disent qu'on en fait peut-être un peu trop. Faut pas tomber dans l'homophobie non plus, mais on a hâte de voir les commentaires des gens ce midi. OK, bien alors, merci, on vous écoute ce midi. Au revoir. Je veux pas que tu sois choqué, là. T'es pas si laid que ça. Ouais, mais c'est comme... mais t'es pas Alain Delon. Alain Delon. Tu parles de l'affaire un vieux rafio. Ou Tom Cruise, t'es. Tom Cruise, celui qui saute ses divans. OK. Alors, la question qu'on vous pose aujourd'hui, en 2006, l'homosexualité est-elle encore pour vous une maladie? Écoute ce que dit M. Joly de Gatineau. L'homosexualité est une autre forme de vice, comme la bestialité et la sodomie pratiquées par les hétérosexuels et les homosexuels. Il dit, ramenons la loi d'avant 1975 qui prévoyait 14 ans de prison pour les sodomisés et les sodomiseurs, qui fut abolie par le dépravé de Pierre Trudeau. Ça doit être un gars qui regarde des films porno le soir en cachette. Hey, on part de loin, hein? Ça, c'est comme l'imbécile ici, Orbi Dizier. Traite pas le monde d'imbécile. Non, c'est un imbécile. Non, mais le monde doit s'exprimer. C'est un imbécile. Écoute, comparer l'homosexualité à la bestialité, je m'excuse, c'est un imbécile, c'est haineux de dire des choses comme ça, c'est un con. Alors ici, Orbi dit, plus je regarde Gendron, plus je crois qu'il y a matière à s'interroger, à savoir si M. Gendron ne serait pas un homo qui s'ignore. Il a l'air de si bien les comprendre qu'on dirait qu'il prêche pour lui-même. Hey, celle-là est bonne. Moi, j'ai commencé ma pratique comme avocat dans le quartier gay. Oui, j'écrivais même une chronique dans la revue RG. Oui, c'est moi qui ai déposé la première requête au Québec pour le mariage gay dans le couple Hendrix et Leboeuf. Ah oui? Puis oui, je connais très bien la communauté. Puis je peux vous en parler des droits des minorités jusqu'à demain matin parce que ça a été une de mes spécialités dans mes études de maîtrise à McGill. Alors, voilà ce que j'en pense. À Québec, un appel. On a Michel qui est là. Bonjour, madame. Bonjour. On vous écoute. Enfin, mon beau Stéphane, moi, je vous trouve très beau. Mon rayon de soleil quotidien. Bon, merci je mets mon réveil matin pour être sûr de ne pas vous rater. Monsieur Desmarais, vous êtes aussi un bel homme, mais vous êtes straight avec vos petits complets. En chemise, je vous aime plus décontracté. Vous l'avez pas vu en sous-vêtements? Non, puis je ne tiens pas non plus. Pas que vous, peut-être, Stéphane. Oui. Bon, voici le sujet du jour. Dating 2006, là. Voici le sujet du jour. Oui. Moi, je suis mère adoptive d'un fils homosexuel OK. qui est décédé en 1995 du sida après un one night stand. Et cet enfant-là était adorable. Il n'avait pas de manière efféminée. Il ne provoquait pas dans ses habillements. Il était beau comme un cœur. Il était en études. C'était pas un dernier de famille, je tiens à le préciser. C'était un milieu, un centre de famille. Il était en neuropsychologie à l'Université McGill. Il avait un quotient intellectuel au-delà de la moyenne. Il avait le fameux test qu'il avait fait. C'était notre comment je dirais bien, notre king, permettez-moi l'expression. Votre fierté. Notre fierté, voilà. Et puis, moi, je me suis jamais posé la question à savoir si c'était de ma faute, si c'était la faute de son père. À 16 ans, je l'ai découvert parce que je le sentais malheureux. Et je lui ai carrément posé la question. Est-ce que tu es homosexuel? Il m'a regardé, la petite lèvre tremblante, les yeux remplis d'eau. Il m'a dit oui. Ben, j'ai dit, gars, mon fils, vis ta vie. On demeurait dans un petit village. Vis ta vie et laisse faire les autres.
Si jamais quelqu'un lève la main sur toi ou te crie des bêtises ou quoi que ce soit, viens m'en parler. À ce moment-là, j'étais directeur de chambre de commerce dans ce fameux petit village qui est adorable, soit dit en passant. Et il n'a jamais eu de problème. Il a été en couple pendant des années. Et quand il est décédé, j'étais auprès de lui. Et je vais vous dire, la dernière semaine de sa vie, je suis très émue, excusez-moi, je l'ai passée avec lui. Et nous avons eu des contacts mère-fils inoubliables. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Puis ceux qui pensent qu'aujourd'hui c'est une maladie, ils sont étroits d'esprit. Puis ceux qui font de la misère à ces gens-là, c'est parce qu'ils sont pas bien dans leur peau. Qui commencent par se regarder, avant de regarder les autres et de porter des jugements. Voilà, bonnes vacances. Merci beaucoup. Stéphane. Merci beaucoup. C'était tellement beau, Michel, merci. On n'a pas osé vous interrompre, ça veut tout dire. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Au revoir. On va aller rapidement, Raymond à Longueuil. On a peut-être le temps. Raymond, bonjour. Bonjour. Vite, on vous écoute. Ben moi, je trouve pas que c'est une maladie. Non? Non, non, pas du tout, parce que on peut... sinon, tout le monde serait contaminé. Ah oui? C'est une maladie, ça se donne. Donc, pourquoi le monde pense que, vu que t'es gay, t'es différent des autres? T'es pas différent, c'est un choix. Il y en a d'autres qui sont nés comme ça. Moi, j'ai essayé d'avoir une relation normale avec un gars. Le gars était pas violent, il était pas agressif du tout, sauf que c'est pas qu'est-ce que moi je voulais. D'accord. Merci Raymond. Je veux juste te lire ce courriel de M. Cloutier qui dit « Je pense que c'est plus une dysfonction qu'une maladie, un peu comme le diabète. Tu peux vivre avec, mais pas t'en débarrasser. » Je pense que Michel, dans son témoignage, a tout dit de cette émission. Merci. Merci d'avoir été là. Merci. À demain, 9h. Au revoir. Mais en attendant, là, un premier ministre, ça ne parle pas juste parce qu'il a entendu dire que. Il doit attendre que ce soit très confirmé. Pour que les familles soient averties. Pas les familles averties, pas nécessairement des familles averties, mais il doit avoir l'information de façon officielle. Il ne peut pas aller... Tu trouves pas qu'il est dans l'eau chaude ce matin? Il n'est pas dans l'eau chaude. Ah non, il ne perd pas à face. Le temps lui donne raison. Moi, je vais te le dire, s'il y avait des élections demain matin, là, il a beau avoir le meilleur bilan sur la scène intérieure, s'il est capable de faire une gaffe aussi monumentale que ça dans la politique étrangère, moi, je ne vote plus pour le Parti conservateur. C'est terminé. Penses-tu, toi, qu'au Canada, on élit nos premiers ministres sur de la politique étrangère? Non, mais d'abord, quand tu veux pas t'en mêler de la politique étrangère, tu fais pas de commentaires, tu t'en mêles pas, puis tu suis la ligne directrice du Canada depuis 1956, qui est un artisan de la paix. Point à la ligne. Tu te mêles pas de ce qui te regarde pas. Okay, Moi, je ne veux plus rien savoir de ce gouvernement-là. J'aimerais ça qu'on parle des dons du gouvernement. Justement, nos gouvernements, quand il arrive des catastrophes dans le monde, sont toujours là pour aider. Là, on vient d'annoncer, je ne sais pas, 500 millions. 500 millions, c'est quasiment l'équivalent de la péréquation que le Québec demande. C'est juste pour vous donner un exemple. Oui. Oui? Oui. Tu as l'air déjà en vacances dans ta tête. Oui. On dirait que on dirait que tu as le cerveau lent. Non, je suis préoccupé ce matin parce que j'ai l'impression que ça va pas bien sur la planète. Puis tu sais que je pense même finir mes vacances. Je sais pas, ma décision n'est pas prise, mais j'aurais le goût d'aller passer les dernières journées dans la bande de Gaza. Ah oui? Oui, aller voir sur le terrain les crimes de guerre commis par les Israéliens. Mais t'arrives à ça, t'arrives à cette idée-là comment ce matin? La nouvelle qui est sortie hier soir à 6 heures sur tous les fils de presse faisait état que les Israéliens, nos bons amis du gouvernement Olmert, ont bombardé volontairement un bureau de l'ONU. Non, ils disent que c'est pas... non, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU hier disait à CNN que c'était l'Hezbollah qui avait tué un Canadien. On a un Canadien qui est décédé hier. Oui. Et Stephen Harper muet comme une taupe depuis ce temps-là. Aucune déclaration, même du caniche de service Peter MacKay. Et aujourd'hui, Journal de Montréal, on voit qu'on nous prend vraiment pour des BS d'Elvis Gratton. On nous parle ce matin de Shirley Théroux, 3/4 de la première page. Mais quoi? Alors que tous les quotidiens au Québec et au Canada... Est-ce que le monde va vouloir le lire, mon journal? Puis peut-être que le Journal de Montréal, au Journal de Montréal, on sait que nos lecteurs, ou leurs lecteurs, ne sont pas très intéressés par la crise. C'est une bande d'incultes. C'est une insulte aux lecteurs du Journal de Montréal. C'est une insulte. Puis pendant ce temps-là, la connerie se poursuit. Puis Stephen Harper a décidé maintenant qu'il n'était pas intéressé par une force d'interposition militaire au Liban, alors que la semaine d'avant, il appuyait Israël. Là, il ne l'appuie plus. Là, il envoie son caniche de service à Rome pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on va aller faire à Rome si Stephen Harper ne veut pas s'en mêler? Es-tu fier de ton premier ministre aujourd'hui? Je trouve qu'on n'a pas tout à fait la performance qu'on souhaiterait de lui dans ce domaine-là. Mais en même temps, il peut quand même pas renier ce qu'il a dit et dire, c'est correct, je vais essayer de calmer le jeu avec l'Hezbollah. Oui, mais écoute donc, un citoyen canadien se fait tuer puis il n'a même pas eu le courage de faire une déclaration. Il va sûrement en faire. Ah oui, quand? Aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui, 24 heures plus tard, dans Maritime. Cette nuit-là, il n'y avait pas encore de confirmation. C'était la spéculation de quelqu'un. Et ça l'est bonne. Dis-moi pas que tu prends la défense de la désinformation israélienne, toi, là? Je le sais que c'est de la désinformation. Canada, confondu, font la manchette avec le Canadien tué par les Juifs. Ouais. Le casque bleu canadien tué en Israël. Ouais. Puis le Journal de Montréal nous parle de Carla, nous parle de Shirley Théroux, un don de vie. J'ai rien contre Mme Théroux, là, mais je pense qu'il y a autre chose de plus important que de savoir ça. Et quand tu parles du Canadien tué par Israël dans un crime de guerre épouvantable, à la page 11, colonne de droite, 4 paragraphes. Ça fait de rien. Qu'est-ce qui se passe au Journal de Montréal? Danny Doucet, le rédacteur en chef, il est où, lui? Est-ce qu'il y a des journalistes qui pourraient nous servir un peu plus de nouvelles que de faire copier-coller des communiqués de la presse canadienne? Mais non, Stéphane, c'est peut-être pas vendeur. C'est pas vendeur? Ben non. Ah oui, ça va être quoi la prochaine étape? Un choix éditorial, là, c'est pas nécessairement avoir la même nouvelle que tout le monde tout le temps. Ah, c'est pas une nouvelle, ça. Ben, c'en est une. Un Canadien qui se fait tuer par Israël volontairement, c'est pas une nouvelle. Mais Shirley Théroux, premièrement, je savais même pas qu'elle était encore dans le circuit. Là, je l'ai appris ce matin. Il paraît qu'elle a une émission la fin de semaine ici. Oui, mais c'est pas juste ça. Le choix éditorial, là, tu fais ça en disant, est-ce que je vais avoir 500 millions pour Haïti? Ça fait combien de fois qu'on donne à Haïti? Ça change absolument rien. Ben, il y a encore des containers. On a combien d'argent dans nos coffres à donner comme ça pour un pays qui n'est pas capable de se gouverner puis de se discipliner? Puis on donne 3 milliards par année et j'ai la conviction que dans ça, comme dans l'argent donné aux Autochtones, il y a zéro de contrôle. Il n'y a personne qui sait où ça s'en va. Il n'y a personne qui sait à quoi ça sert. Comment l'argent donné aux Autochtones? Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait combien de fois que la vérificatrice générale dit qu'on donne de l'argent, le gouvernement met de l'argent dans les mains des Autochtones, puis on n'a pas de contrôle sur la façon dont il est dépensé? Ben, les gouvernements des réserves sont pas si mal. Moi, je les vois. Aquasasné, Kanesatake, Kanawake. Je veux dire, ils ont des beaux gouvernements municipaux avec des belles institutions. Oui, je le sais, mais peut-on demander des comptes rendus sur l'utilisation de l'argent? Moi, j'en ai vu des gens qui sont allés à l'étranger voir des ACDI, des offres de l'ACDI. Oui. Bon. Puis le ceci. Et là, tu regardes qu'est-ce qui se passe, puis ils reviennent et ils disent, ils ont de l'équipement, ça fait 4 ans, ils ont mis ça dans un hangar, ils attendent. Ils savent pas comment l'utiliser.